Bonjour, on va donc continuer ici à découvrir la notion mathématique de déterminant, puisqu'on va étudier les déterminants de matrice 3 x 3. C'est une chose qu'on n'a pas encore faite. Jusqu'à présent, on a vu le déterminant à deux dimensions. On a vu notamment que pour inverser une matrice à deux dimensions, on avait besoin de cette notion de déterminant. On a également approfondi l'interprétation géométrique du déterminant à l'occasion de l'étude des transformations du plan. Rappelle-toi, on a vu que les matrices représentaient des transformations du plan. Et à cette occasion-là, on a interprété le déterminant. Mais là, il s'agissait de déterminant 2 x 2. Et le déterminant 2 x 2, il est particulièrement simple à calculer, il ne présente pas de difficulté. Alors que tu verras que dès qu'on monte en nombre de dimensions, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Donc on va commencer ici avec le 3 x 3. Tu verras que les choses sont déjà bien plus subtiles qu'à deux dimensions. Alors tu vois qu'ici je parle d'interprétation géométrique. Voilà, donc j'insisterai beaucoup ici sur l'interprétation géométrique, et pour que tu comprennes bien ces interprétations, il faudrait que tu vois idéalement la notion de produit vectoriel et de produit mixte. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller voir cette séquence donc consacrée à l'interprétation géométrique du produit vectoriel et du produit mixte. Ceci est vraiment le cœur de cette présentation. Si tu ne connais pas bien ces notions-là, tu ne vas pas comprendre ce que je vais te dire. Tu dois savoir que cette séquence est difficile. Elle est difficile, mais elle vaut vraiment la peine, parce que c'est cette séquence qui va te permettre d'avoir une image mentale bien complète et bien utile du déterminant. Et une fois que tu auras cette image, tu seras beaucoup plus à l'aise pour maîtriser l'algèbre linéaire. Donc voilà, c'est une séquence importante. Alors pour le moment, on connaît le déterminant, on a vu que c'était une notion très utile, notamment pour calculer l'inverse de matrice. On voit ici l'inverse de la matrice ABCD qu'on voit ici. On a également vu que le déterminant avait une interprétation géométrique, effectivement. Il représente l'aire ou la surface du parallélogramme construit sur les vecteurs colonnes de la matrice ABCD. C'est ça qu'on va commencer par revoir ici. Je vais revoir ça dans une autre perspective, tu vas voir, de façon un peu plus élégante, qui va me permettre donc de t'expliquer le calcul du déterminant 3 x 3. Alors voilà, je vais te rappeler d'abord ce qu'on a fait à deux dimensions, et tu verras que je vais le faire un petit peu différemment. Donc, voilà, l'interprétation du déterminant. Comment est-ce qu'on y est arrivé ? On a parlé de transformation du plan, donc voici le plan de départ, les coordonnées x, y qui deviennent les coordonnées x', y', par l'effet ici de la matrice. La multiplication matricielle va bien transformer les positions des points. Alors je vais considérer comme point ici le point tout simple, qui est le point 1, 0. C'est l'extrémité du vecteur unitaire 1x, le vecteur de base 1x. Ici, c'est le vecteur 1, 0. Je remplace y par 0, x par 1. Le vecteur 1, 0, c'est le vecteur colonne ici. Rappelle-toi les notations. Ceci peut être vu comme le vecteur colonne. Voilà, c'est le vecteur vert ici que je viens de représenter. C'est le vecteur 1, 0. Voilà, donc ce vecteur 1, 0 va être transformé par la matrice. Alors rappelle-toi, on fait le produit scalaire de la ligne avec la colonne. Le 0 ici, il va neutraliser le B, on ne le verra pas. Il ne restera que le A multiplié par le 1. C'est le A qui est ici. Même chose pour la deuxième ligne, qui me donne la deuxième ligne ici. C fois 1 plus D fois 0, c'est C. Et donc on voit que le résultat c'est AC, c'est-à-dire que c'est la première colonne, tout simplement parce que le 1 sélectionne cette première colonne, comme tu peux le voir. Donc voilà, on voit que le vecteur de base, 1x, est transformé dans le vecteur AC, que je peux représenter tout de suite ici, je vais l'appeler V. Le vecteur AC, je l'appelle V, et je vais le noter ici directement. Je vais identifier ici la première colonne de la matrice comme étant le vecteur qui est le résultat de la transformation du vecteur unitaire de base, 1x. Et je vais maintenant faire la même chose avec le vecteur 1y, c'est-à-dire le vecteur 0, 1, cette fois-ci, bien sûr, coordonnée en x, composante en x, 0, composante en y, 1. Voilà, je vais donc remplacer 1, 0 par 0, 1, et là, le produit scalaire va m'éliminer A et C. Forcément, le A va disparaître parce qu'il est multiplié par 0, il ne me restera que le B. Et ici, le C va disparaître pour ne laisser que le D. B, D, c'est donc bien la deuxième colonne qui représente le vecteur, qui est le résultat de la transformation par la matrice du vecteur unitaire de base, 1y.
Donc voilà, je peux représenter ce vecteur BD, voilà, je vais lui donner comme nom W. J'ai donc V et W, hein, qui sont les deux vecteurs colonnes qui composent cette matrice. Toute matrice carrée peut être vue comme ça. Hein, c'est une matrice est composée de deux vecteurs. Voilà, une matrice 2 fois 2, en tout cas, c'est deux vecteurs colonnes VW, dont on vient de voir la signification. Alors, allons-y maintenant avec le déterminant. Hein. Le déterminant, comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir? Rappelle-toi, hein, pour la matrice 2 fois 2, c'est tout simple. On fait A fois D, on fait un petit chassé croisé comme ceci, A fois D, moins B fois C. Voilà, je vais l'écrire, A fois D moins B fois C. Ça, c'est ce qu'on avait vu quand on a calculé l'inverse d'une matrice. C'est comme ça qu'est apparu ce déterminant. Donc AD moins BC, maintenant, je vais interpréter géométriquement ce résultat à partir de ce formalisme vectoriel. Tu verras, ce sera un petit peu différent de ce qu'on a vu à l'occasion des transformations du plan. Voilà, alors je vais exprimer donc les vecteurs V et W en fonction de leurs composantes. Voilà, V c'est AC, W c'est BD. Et ces composantes, je vais les exprimer en termes géométriques. Hein, donc j'ai le vecteur V ici, j'ai AGC. A, ce sera quoi? Ce sera la longueur de ce vecteur. Une longueur, c'est bien une notion géométrique. Et en fonction de l'angle qui est ici alpha. Et puis pour W, j'aurai l'angle bêta. Donc je vois bien que A, ce sera la longueur V, le module du vecteur V, fois le cosinus de alpha. Ça, ce sera pour la composante en X. Et pour la composante en Y, ce sera V fois le sinus de alpha. Et même chose avec cosinus bêta, sinus de bêta. Donc voilà, V cosinus alpha, V sinus alpha pour A et C. Et puis W cosinus bêta pour B. Et W sinus bêta pour D. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir écrire le déterminant dans ces paramètres-là, ces paramètres géométriques. Voilà, donc j'ai A fois D moins B fois C, que je vais réécrire. Ce sera le déterminant de A qui va apparaître ici en termes géométriques. Alors j'y vais, hein. A fois D, ce sera V fois W fois cosinus alpha sinus bêta. Le voilà, c'est le premier terme que j'ai. Moins B fois C, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir V fois W, que je répète ici, hein, fois le sinus alpha cosinus bêta, voilà qui est ici. Donc ça, peut-être que ça te rappelle quelque chose, hein, cherche un petit peu dans ta mémoire, là, est-ce que ça te rappelle quelque chose, cette expression, hein, peut-être que je vais t'aider en mettant V fois W en évidence, hein, comme ceci. Est-ce que ceci te rappelle quelque chose? Peut-être un petit peu, hein, mais je vais encore arranger ça mieux, je vais intervertir les sinus et cosinus ici, et ça tu dois vraiment connaître. Hein, rappelle-toi, c'est tout simplement la formule du sinus de l'arc différence bêta moins alpha. Sinus bêta moins alpha, c'est sin bêta moins cos alpha, fois cos alpha, pardon, moins cos bêta sin alpha. Voilà, maintenant tu vois que l'expression qu'on a ici, elle est toute simple. Hein. Le déterminant de A, c'est tout simplement V fois W fois le sinus de bêta moins alpha. Et bêta moins alpha, c'est tout simplement l'angle qu'on a entre les deux vecteurs. Et donc on a une interprétation géométrique assez simple. Hein. Je vais reprendre ici ce petit schéma pour que ce soit très clair. Plus clair en tout cas. Donc voilà, je vais interpréter ici le W fois sinus de bêta moins alpha. Sinus de bêta moins alpha, tu vois bien que si je construis ici le triangle rectangle, avec le côté opposé à l'angle bêta moins alpha que j'ai là, tu reconnais ici bien sûr W fois le sinus de bêta moins alpha. C'est l'angle opposé à l'angle. Pardon, c'est le côté opposé à l'angle dans le triangle rectangle. C'est bien le sinus que je retrouve ici. Donc voilà, H ici, c'est bien W fois sinus de bêta moins alpha. C'est la hauteur atteinte par le vecteur W ici, au-dessus du vecteur V. C'est la manière de le voir. Et bien sûr, V fois H, V fois cette hauteur, ce n'est rien d'autre que la surface du rectangle de longueur V ici et de largeur H. Et bien sûr, rien ne t'empêche de prendre une paire de ciseaux pour couper la pointe qui est ici et venir la mettre ici pour obtenir, bien sûr, l'aire du parallélogramme construit sur les vecteurs V et W. Hein, c'est ce que je vais écrire ici directement. Et ça, c'est un résultat qu'on a déjà obtenu. Hein, je l'avais obtenu très différemment, rappelle-toi. Ici, c'est plus élégant. J'ai directement obtenu ça à partir d'un petit peu de trigonométrie, de géométrie, mais surtout à partir du formalisme vectoriel. Voilà.
Donc, c'est la signification du déterminant. Le déterminant, c'est l'aire de la surface du parallélogramme construit sur les vecteurs colonnes de la matrice. Ces vecteurs colonnes étant eux-mêmes la transformation des vecteurs de base 1x et 1y. Voilà. Alors, quand on dit que c'est une surface, c'est assez subtil, parce que c'est une surface qui peut avoir un signe, elle peut être positive ou négative. Ici, j'ai choisi AD est plus grand que BC, comme tu peux voir, A et D sont plus grands tous les deux que BC, donc ceci est bien positif. Mais je pourrais très bien choisir les constantes qui est ici, AD, BC, de manière à avoir un résultat négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une aire négative? On va l'analyser, on va prendre la situation opposée aussi où A et D sont plus petits que B et C tous les deux pour voir ce que veut dire une aire négative. Voilà, A, D plus petit que B et C. Et tu vois que pour obtenir ça, j'ai dû intervertir l'ordre de W et V. Quand je passe de l'axe X à l'axe Y, ici je passais d'abord par V et puis par W. D'abord par le premier vecteur et puis par le second vecteur. Tandis qu'ici c'est le contraire, quand je passe de X à Y, je vois que je passe d'abord par W, le deuxième vecteur, et puis par le premier. On voit que l'ordre est différent. Et voilà, on voit que cet ordre a de l'importance, puisque maintenant AD est plus petit que BC, ce qui va être cohérent avec le résultat qu'on a là, parce que j'aurai bien une aire négative, effectivement, puisque maintenant alpha est plus grand que bêta, et bêta moins alpha est donc bien un angle négatif. Et le sinus d'un angle négatif, tant qu'il est plus petit que 180 degrés, on est sûr qu'on va avoir une valeur négative. C'est bien négatif ici, ça correspond bien à AD moins BC, plus petit que 0. Bref, on peut avoir des aires négatives. Ici, on avait bien une valeur positive, puisque bêta moins alpha était bien positif, bêta est plus grand que alpha. On peut donc avoir des aires négatives. Voilà, il faut pouvoir les interpréter. On a compris qu'il s'agit en fait de surfaces orientées d'une certaine manière, un petit peu comme on l'avait dans le produit vectoriel. En fait, ce que je voudrais te montrer ici, c'est que le déterminant qui est ici, en réalité, cache un produit vectoriel. Dans le produit vectoriel, qu'est-ce qu'on a? Je prends deux vecteurs A et B, j'en fais le produit vectoriel, et je sais que le résultat est donné par le produit des modules des deux vecteurs fois le sinus de l'angle qu'il y a entre ces deux vecteurs. Et c'est exactement ce que j'ai ici. V fois W fois le sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Et ça me donne ce qu'on appelle une surface orientée. Le résultat est un vecteur qui va avoir une certaine orientation donnée par la règle de la main droite. AB sinus θ, c'est bien le module, c'est bien la surface que j'ai ici. Et l'orientation, elle est donnée par la règle de la main droite. Voilà. Je balaye mes doigts du vecteur A au vecteur B et mon pouce indique bien le haut ici, la verticale. La surface est orientée. Et c'est un petit peu la même chose que j'ai ici. Si je vais de V vers W, mon pouce sort du plan de l'écran. Ici, si je vais de V à W, mon pouce rentre dans le plan de l'écran. Et on voit donc que si j'étais à 3 dimensions de manière à représenter ce résultat de produit vectoriel, de V avec W, eh bien, je pourrais introduire l'axe Z de la 3e dimension avec un repère d'extrogir, X, Y, Z. Quand je vais de X à Y, j'obtiens Z qui sort du plan de l'écran. C'est important. Dès qu'on parle de produit vectoriel, il faut considérer un repère d'extrogir, rappelle-toi de ça. Même chose ici, bien sûr, c'est le même axe Z. Voilà, ici je vais de V vers W, je ferme les doigts sur W, je vois que mon pouce sort, tandis qu'ici je vais de V vers W et je vois que mon pouce rentre dans le plan de l'écran. La composante du produit vectoriel ici en Z est bien négative. C'est le sens de ce signe négatif que j'avais ici. Ici elle est positive parce que la composante en Z est positive. Voilà, ceci est important. On est revenu sur le déterminant 2 fois 2, on commence bien maintenant à le connaître. Tu vois que le déterminant d'une matrice 2 fois 2 représente une aire orientée. Voilà, il ne reste donc plus maintenant qu'à voir les notations. Voilà la notation du déterminant. Pour le déterminant 2 fois 2, c'est une notation qui n'est pas vraiment nécessaire, puisque ceci est quasiment aussi bref que cette notation-là, mais tu verras que ça a tout son sens, cette notation, quand on aura des déterminants à plus grande dimension. Voilà, donc la notation est toute simple. Au lieu de mettre des parenthèses, on va mettre des droites, ici, deux traits qui enferment ici les éléments de la matrice rangés dans le même ordre A, B, C, D.
Et pour obtenir le calcul de ce déterminant, eh bien, on fait le petit chassé croisé habituel. On va faire A fois D moins C fois B, ou bien moins B fois C. On va changer d'ordre ici. C'est pas très important. Pour 2 dimensions, on peut faire C fois B ou B fois C. Ça revient forcément au même. Voilà. On est maintenant prêt donc à passer à 3 dimensions. Alors à 3 dimensions, voilà, en général, quand on a 3 dimensions, on ne représente plus une matrice avec A, B, C, D, E, F, etc. Il y en a beaucoup trop. Donc on introduit les indices comme ceci. Les premiers indices pour les lignes, les deuxièmes indices pour les colonnes, colonne 1, colonne 2, colonne 3. Voilà, alors je ne vais néanmoins pas garder cette notation, tu vas voir pourquoi. Alors juste le contexte ici, puisque c'est 3 fois 3, je suis bien sûr en train de travailler toujours dans le contexte des transformations sur des points à 3 dimensions. Le point de coordonnées x, y, z, cette fois-ci, va être transformé en le point de coordonnées x', y', z'. Voilà, alors ces nombres, je peux bien sûr les appeler autrement. Pourquoi est-ce que je vais les appeler autrement? Tout simplement parce que je vais identifier ici les colonnes à des vecteurs. Donc plutôt que de passer plutôt que de conserver cette notation à double indice, je vais identifier cette première colonne aux composantes du vecteur que je vais appeler U. Ici, ce sera le vecteur V, et là, ce sera le vecteur W. Voilà, donc je vais forcément identifier ceci au vecteur U, au vecteur V et au vecteur W, et tu te doutes bien sûr de la signification de ces vecteurs. Tu peux bien te douter qu'ils sont les transformations des vecteurs de base. On va tout de suite le voir. Ici, je vais prendre le vecteur 1x, le vecteur de base ici le long de l'axe x, c'est le vecteur 1, 0, 0. Le produit scalaire de ma ligne avec ma colonne ici va me sélectionner systématiquement les premiers éléments. C'est ux que je vais trouver ici pour la première ligne, plus 0, uy, plus 0, plus 0. Et tu as bien compris qu'ici, je vais obtenir les composantes du vecteur u, tout simplement. U est la transformée du vecteur 1x, et je vais le noter ici. Le vecteur u, c'est le vecteur qui résulte de la transformation du vecteur de base en x par la matrice, bien sûr, elle-même, comme on est en train de le faire ici. Voilà, je vais faire la même chose avec v, bien sûr. Alors, pour obtenir v, il me suffit bien sûr de multiplier par le vecteur colonne 1y ici. Vecteur colonne 1y, je suis bien sur l'axe y ici. Voilà, je vais multiplier la ligne ici scalairement avec la colonne. Les premiers éléments s'en vont à cause de 0, les derniers éléments s'en vont à cause de 0. Il n'y a que l'élément central qui va rester, c'est le Vx qui apparaît ici. Deuxième ligne, il n'y a que Vy qui va rester. Troisième ligne, il n'y a que Vz qui va rester. Et donc, je sais que le vecteur V, c'est la transformation du vecteur 1y. Voilà, alors je vais bien insister ici sur la perspective. Ce n'est pas un vecteur qui appartient au plan YZ ici, c'est un vecteur qui sort de ce plan en toute généralité. Il peut avoir n'importe quel angle par rapport aux axes X, Y et Z. Voilà, alors le vecteur W, tu as compris, c'est la transformation du vecteur 1Z que je viens mettre en évidence ici. Le 1 ici va sélectionner les derniers éléments des lignes puisque les deux premiers sont multipliés par 0. Voilà, donc le vecteur W, c'est la transformation du vecteur 1Z cette fois-ci, par la matrice. De nouveau, la perspective ici, ce vecteur W peut avoir une inclinaison plus ou moins grande par rapport au plan. C'est un vecteur quelconque. Voilà, donc là on est prêt, on voit en l'occurrence qu'une matrice 3 x 3 peut être vue comme composée de 3 vecteurs colonnes, ces 3 vecteurs colonnes étant les transformés des vecteurs de base. Voilà, c'est la même chose qu'à 2 dimensions, c'est ça que je veux dire ici. À partir de là, maintenant, je vais m'intéresser au produit vectoriel de V et de W. On a vu que la matrice 2 x 2 faisait apparaître le produit vectoriel, donc je vais m'intéresser à ça, ici à 3 dimensions. V et W sont des vecteurs dans un espace à 3 dimensions, ils ont 3 composantes, donc on généralise un petit peu ce qu'on vient de voir à 2 dimensions. Le produit vectoriel de 2 vecteurs, c'est tout simplement le produit de leurs normes, appelées V et W ici sans barre de vecteur, multiplié encore par le sinus de l'angle que j'ai entre ces deux vecteurs. C'est l'angle θ ici que j'ai entre V et W. Alors, voilà, le résultat est bien entendu un vecteur, rappelle-toi bien ça, il s'agit d'un produit vectoriel. Voilà, donc
Le V fois W fois sinus de θ, ben, on vient de le voir il y a quelques secondes, hein, ce sera tout simplement l'aire du parallélogramme construit sur les deux vecteurs. Voilà, c'est la surface S ici. Et l'orientation ben, est donnée par la règle de la main droite. Je passe les doigts de V à W, je vois que mon pouce monte comme ça, de façon un peu inclinée, hein, puisque V et W sortent du plan ici. Voilà, c'est le vecteur résultat du produit vectoriel V croix B. Sa norme, c'est S, c'est la surface qui est ici, V fois W fois le sinus de θ. Voilà, alors la question maintenant est de savoir comment exprimer ce produit vectoriel en termes des composantes des vecteurs. Voilà les composantes des vecteurs V et W. Hein, je prends la projection dans le plan YZ ici. Je passe ici perpendiculairement à l'axe Y, j'ai donc bien la composante en Y. Je passe perpendiculairement à l'axe Z, j'ai la composante en Z de V, je l'appelle VZ forcément. Et puis ici, la verticale, ben, c'est la composante en X. Hein, c'est la projection que j'ai ici, verticale sur l'axe X. Je fais la même chose pour W. Et ma question ici, c'est de savoir comment exprimer ce produit vectoriel en termes de ses composantes. C'est là que je fais appel à la séquence hein, que tu devrais aller voir si tu ne l'as pas encore vue sur le produit vectoriel. Parce que cette séquence nous fournit la réponse que je ne vais pas reproduire ici, hein, c'est bien trop compliqué. Voilà, c'est un vecteur assez compliqué, on le voit ici, la composante en X, on la voit là, en Y et en Z. Voilà, alors, comme tu le vois, c'est une expression assez compliquée, mais on a vu, hein, dans cette séquence sur le produit vectoriel, qu'on pouvait utiliser un moyen mnémotechnique pour reconstruire ce résultat. Et ce moyen mnémotechnique, c'est un simple tableau. Un tableau qu'on écrit avec deux traits, qui ressemble à la notation du déterminant, hein, tu verras que c'est en fait la même notation. Voilà, dans laquelle on met les vecteurs de base, un x, un y, un z, que tu vois ici. Hein. Et voilà, on va maintenant trouver la règle qui nous permet ici d'obtenir le résultat. Alors tu vois qu'ici, en ligne, on a mis le vecteur v, les composantes du vecteur v, et là, les composantes du vecteur w. C'est le moyen mnémotechnique qu'on a utilisé pour obtenir ce résultat. Alors bien sûr, il faut une règle de calcul maintenant. Comment utiliser ce tableau? Eh bien voilà, on a pris le premier élément du tableau, qui est le 1x qui est ici. Et une fois qu'on a considéré ce premier élément, on a éliminé tous les éléments qui appartiennent à la même ligne, à la même colonne que cet élément. Et on se retrouve ici donc avec un petit tableau de 4 éléments. Et ce petit tableau de 4 éléments, eh bien, on va le prendre un petit peu comme le déterminant 2 fois 2 qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va faire un petit chassé croisé, ici VYWZ moins VZWY, VYWZ moins VZWY. C'est le petit chassé croisé qui est là. En fait, on vient de calculer un petit déterminant 2 fois 2 ici. Hein, comme on l'avait fait ici avec la matrice ABCD, on avait AD moins BC. C'est exactement ce que j'ai fait ici pour obtenir la composante en X du produit vectoriel de V avec W. Voilà, ensuite il y a le deuxième terme ici, sur lequel on voit un moins apparaître. Donc voilà, ce moins, donc le 1y, ben, je vais l'avoir en isolant le 1y, mais je vais d'abord faire un commentaire sur ce signe moins, essayer de te rappeler pourquoi il est là, ce signe moins. Il est tout simplement dû au fait que j'ai ici je passe d'une composante en X à une composante en Z. Le premier vecteur, le V, le premier vecteur du produit, c'est V, à une composante en X, et puis je fais le chassé-croisé ici vers une composante en Z du deuxième vecteur. Je passe de X en Z. Ceci signifie en fait que cette partie ici cache en fait le produit vectoriel de 1X avec 1Z. Si tu te rappelles de comment on définit le produit vectoriel à partir des composantes, on a construit ce résultat-ci en multipliant en fait 1x avec 1z. Et quand je fais ça, quand je vais de 1x à 1z, je rabats mes doigts ici en produit vectoriel, je vois que mon pouce va à l'inverse de l'axe y. Et c'est bien pour ça que j'ai un signe moins ici. Quand je fais ce chassé croisé de x vers z et puis de z vers x, je commence par aller de x sur z. X sur z, ça me donne un moins 1y. D'où le signe moins qui est ici. Par contre, quand je vais ici de z sur x, j'ai bien un plus. C'est pourquoi il y a un moins ici, parce que moins par moins donne plus. Voilà, ça devrait te rappeler plus ou moins ici pourquoi il y a un moins ici. Et ce moins, il est fondamental, tu vas le voir dans le calcul du déterminant. Ce moins, il va apparaître tout le temps. Il faudrait être attentif, d'ailleurs, souvent, on l'oublie. Voilà.
Je vais continuer, je vais calculer ceci maintenant. Comment est-ce qu'on fait? On le voit, c'est VXWZ, VXWZ, moins VZWX, moins VZWX. Voilà, à partir de là, c'est tout simple. On a une petite règle pour calculer tout ce qu'on voit apparaître ici. On va passer ici au dernier maintenant, 1Z. Le 1Z, le voilà, j'élimine tous les éléments de la ligne et de la même ligne et de la même colonne. Il me reste donc un petit tableau, 2 x 2 ici, VXWY moins VYWX, VXWY moins VYWX. Voilà, c'est bien correct, on a bien ici une règle mnémotechnique qui nous permet de reconstruire ceci. Alors voilà, cette règle mnémotechnique, elle ne me convient pas trop ici, parce que tu vois que mes vecteurs, ils sont ici, des vecteurs colonnes, et ici je les représente en ligne. Donc je vais te demander ici de faire l'effort, de considérer donc ce qu'on a fait quand on a travaillé sur le produit vectoriel, mais de changer cette convention en la suivante. Plutôt que de conserver cette représentation-là, je vais te proposer celle-ci, dans laquelle les vecteurs apparaissent verticalement, comme dans l'interprétation de la matrice ici en termes de vecteurs colonnes. Voilà, ça ne change rien en fait, puisque c'est un simple système mnémotechnique, c'est une convention calculatoire. Voilà, je vais obtenir cette fois-ci le résultat qui est ici, avec la même chose. Je vais prendre le 1x, je vais éliminer tous les éléments de la même colonne, de la même ligne. Il me reste le tableau qui est ici, qui est exactement le même que j'avais ici. VYWZ moins WYVZ. Tu le vois, VYWZ moins VZWY. Ça m'explique bien sûr ceci. Voilà le petit chassé croisé qui me permet d'obtenir ce facteur-là, qui est la composante en 1x du produit vectoriel. Même chose pour un y. Ici, je vais appliquer exactement ce que j'ai fait ici, à part que je regarde les choses à 90 degrés de plus. Ici, le 1y apparaît à la verticale du 1x, mais ça ne change rien. J'ai bien ici moins 1y, n'oublie pas le moins, fois Vx, WZ, moins WX, VZ. C'est ce qui est écrit ici. Voilà, c'est le petit chassé croisé qui vient d'apparaître et je peux, comme ça, terminer avec le dernier petit chassé croisé qui va me donner ceci. Je te laisse vérifier. Voilà, donc c'est cette convention-ci que je vais adopter maintenant pour écrire de manière compacte le produit vectoriel de deux vecteurs dans un espace à 3 dimensions. Voilà, alors, une fois que c'est dit, ceci, maintenant je vais interpréter ici les facteurs que j'obtiens ici, c'est-à-dire les composantes de ce produit vectoriel. Ce que j'ai ici, en fait, c'est le petit chassé croisé que j'ai ici, VYWZ moins VZWY. C'est un petit chassé croisé qui est le calcul d'un déterminant, voilà, que je fais tout simplement sur les composantes en Y et en Z des vecteurs, c'est-à-dire que je le fais sur les vecteurs bleus qui viennent d'apparaître ici, qui sont la projection du vecteur V dans le plan YZ. Voilà, ce vecteur bleu a bien comme composante dans ce plan YZ, VY, VZ, pour W, ce sera bien sûr WY, WZ. Et là, je me retrouve dans une situation tout à fait analogue à celle que j'avais pour le déterminant 2 x 2. Voilà, j'ai AD moins BC pour le déterminant. Eh bien, ici, j'ai exactement la même chose. A joue le rôle de VY, D joue le rôle de WZ, on peut le voir. A, c'est bien ce que j'avais ici. Le WZ, c'était bien D que j'avais là. Le C, c'est bien VZ. Et le B, c'est bien WY. Je suis bien en train de faire ici exactement la même chose. La preuve, c'est que c'est le même petit chassé croisé que je fais ici, que ce que je fais ici pour obtenir ce résultat. Conclusion, ceci, c'est bien la surface construite sur ces deux vecteurs bleus que j'ai ici, que je viens de faire apparaître. Je vais appeler ça la surface SYZ. Pourquoi? Parce que c'est la projection de la surface ici, dans le plan YZ. Et on voit que cette surface SYZ, c'est la composante en X du produit vectoriel. Voilà, je la note comme ceci. C'est la composante en X du produit vectoriel de V par W. Et je peux faire la même chose pour les autres. Ici, je vois que je suis dans le plan XZ. Je vais donc considérer la projection des vecteurs dans le plan XZ. J'ai un premier vecteur de composante VXVZ et puis un deuxième vecteur de composante WXWZ. Je peux construire un parallélogramme là-dessus qui a une surface que je vais appeler la surface SXZ. C'est la signification de ce que j'ai ici comme facteur. Et puis je peux prendre le dernier, bien sûr. À ce moment-là, je fais une projection sur le plan XY. XY, c'est le plan qui nous fait face ici, sur ton écran. Tu as le plan X,
Y, je fais la projection des vecteurs, j'avais déjà fait celle-ci, je fais celle-là. Je peux construire le parallélogramme, c'est la surface SXY qui apparaît donc ici. Voilà, donc en conclusion, tu vois que le produit vectoriel de deux vecteurs, eh bien, il fait apparaître des surfaces. Il fait apparaître des surfaces dans la mesure où ce produit lui-même a pour module la surface, le module de ce vecteur, c'est cette surface-ci. Et les autres surfaces, elles apparaissent ici comme composantes de ce vecteur. Les composantes en X, en Y et en Z, eh bien, ce sont ces surfaces qui sont les projections de la surface ici sur les plans du trièdre orthonormé. Voilà, alors maintenant que tout ceci est dit, eh bien, comme tu le vois ici, je vais m'intéresser au produit mixte. J'introduis ici le produit mixte avec le troisième vecteur, qui est bien sûr le vecteur U. Et là, tu verras que les choses vont commencer à prendre forme. Voilà, je vais faire ce produit mixte en attendant. On va voir apparaître les choses progressivement. Donc voilà, produit scalaire. Produit scalaire de U avec le vecteur V fois W. On sait que ce produit scalaire, il est obtenu à partir du produit des normes des deux vecteurs. Il me faut donc la norme de U. La norme de V fois W, je l'ai déjà, c'est S que j'ai ici. Et il me faut encore, bien sûr, le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. C'est l'angle phi que j'ai ici, et je sais effectivement que le produit scalaire, c'est le produit des normes fois le cosinus de cet angle. Alors je vais m'intéresser ici à U fois cosinus phi. U fois cosinus phi, c'est tout simplement la projection, cosinus ici, c'est-à-dire la projection perpendiculaire ici sur ce vecteur de module S. Cette projection, je vais l'appeler H. Voilà, pour donner un nom ici. Qu'est-ce que S fois H maintenant? C'est une surface fois une hauteur. C'est la surface S que j'ai ici, multipliée par la hauteur H ici, sur une perpendiculaire à la surface. Je m'élève de H. Tu as compris que ce que j'ai ici, ce sera un volume. C'est la surface de base fois la hauteur qui va apparaître maintenant ici. C'est le volume du parallélépipède que je viens de construire ici. Le volume de hauteur H et de surface de base S. Alors maintenant, tu vois bien que si je déplace la surface S ici au-dessus, le couvercle que j'ai ici au-dessus, si je le glisse toujours à la même hauteur H pour que la pointe ici de ce parallélogramme atteigne U, c'est ce que je vais faire maintenant, il n'y a rien qui change bien sûr au volume occupé par ce parallélépipède. Voilà, tu as compris que ce que je calcule, c'est en fait ce volume. S fois H, c'est le volume du parallélépipède non rectangle construit sur les vecteurs U, V et W. Voilà, c'est le volume donc, que je mets ici en évidence. Rappelle-toi, pour une matrice 2 x 2, on avait une surface qui était la surface du parallélogramme construit sur les vecteurs V et W. Ici, on a le volume du parallélépipède construit sur les vecteurs colonnes de la matrice U, V et W. Voilà, donc on a généralisé à 3 dimensions ce qu'on avait vu à 2 dimensions. C'est pas si étonnant que ça qu'on obtienne un volume si on obtenait une surface à 2 dimensions. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, oui, donc la conclusion, ce produit mixte représente bien le volume. On avait déjà vu ça d'ailleurs dans la séquence consacrée au produit mixte, je n'ai fait que répéter les choses ici. Voilà, le tout maintenant c'est d'exprimer ce volume en termes des composantes. Ici j'ai commencé avec le produit vectoriel, maintenant je voudrais exprimer le produit mixte en fonction des composantes. Et tu vois que j'ai relié ici la composante en X à la composante en X du produit vectoriel qui est ici. C'est bien logique, le produit scalaire de deux vecteurs, c'est bien la somme du produit des composantes analogues 2 à 2. Les deux composantes en X plus le produit des deux composantes en Y plus le produit des deux composantes en Z. Composante en X fois composante en X, composante en Y fois composante en Y, plus composante en Z fois composante en Z. Et ça, donc le résultat est très simple, on voit qu'à la place des 1x ici, ils viendront tout simplement UX, à la place de 1y vient UY, et à la place de 1z vient UZ. C'est le produit scalaire. Le produit des composantes, la somme du produit des composantes prise 2 à 2. C'est bien ce que j'ai fait là. Donc voilà, je vais retirer les surfaces ici pour qu'on y voit clair. Il y a beaucoup de choses écrites ici sur cette image. Voilà, c'est peut-être un peu plus clair comme ça.
Voilà, le tout maintenant, c'est de trouver une manière compacte d'écrire ceci. Hein, tu reconnais que ce n'est pas très pratique d'écrire le produit comme ceci. Si je te demandais de le retenir par cœur, ça te prendrait un certain temps. Donc on va utiliser un moyen mnémotechnique pour représenter cette expression. Et forcément, on va s'inspirer de ce qu'on a fait ici. C'est évident. On voit que pour passer de l'expression du produit vectoriel au produit mixte, la seule chose qui a changé, c'est que 1x est devenu ux, que 1y est devenu uy, et que 1z est devenu uz. Et donc forcément, il me suffit de remplacer 1x, 1y, 1z par ux, uy, uz pour obtenir l'expression qui est là. Je vais faire la correspondance qui est ici, dans la notation mnémonique, ici, de ce tableau. Voilà. 1x, 1y, 1z ont été remplacés par ux, uy, uz. Et on peut essayer, forcément, ça marche. Hein, ici, tout à l'heure, pour 1x, j'avais comme composante vy, wz moins vz, wy. C'est effectivement ce que j'avais ici. Ben, ici, ce sera la même chose, bien sûr. Hein. Je vais prendre tout simplement ici ux. J'élimine les éléments de la même ligne et de la même colonne. Je reste avec ce petit tableau aussi, qui est un petit déterminant. 2 fois 2, vy, wz. VYWZ fois UX moins VZWY. Moins VZWY. C'est le petit chassé croisé habituel du calcul du déterminant 2 fois 2. Voilà, je peux continuer comme ça pour obtenir celui-ci. Je vais mettre moins UY. Rappelle-toi toujours ce moins. Hein. Le moins qui est dû au fait que je passe de X à Z. Et X fois Z, ça me donne un moins AY. Hein. C'est bien de là que ça vient. Hein. Donc voilà, j'ai bien moins UY fois VX WZ moins VZWX, c'est bien ce que j'ai ici. Et je peux passer comme ça au dernier, où j'ai le même petit chassé croisé ici que ce que j'avais auparavant, qui me donnera ce résultat-ci. Donc voilà, le produit mixte peut être écrit de manière compacte et mnémonique, mnémotechnique, de cette façon-ci. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on va appeler le déterminant. Et on voit bien que la valeur de ceci, ben, c'est le produit mixte, c'est-à-dire que c'est le volume du parallélogramme construit sur les 3 vecteurs concernés, les 3 vecteurs colonnes ici concernés. Voilà, c'est le déterminant de la matrice A, dont les vecteurs colonnes sont représentés ici, comme tu les vois encore ici. Voilà, c'est le déterminant de A. Voilà, je peux à la place du produit mixte ici mettre le déterminant. Voilà le déterminant développé. Ça, c'est le déterminant écrit sous forme compacte. Ici, il est développé. Et ce déterminant, ben, il a pour signification le produit mixte, c'est-à-dire le volume construit sur les 3 vecteurs colonnes de la matrice. Ces 3 vecteurs colonnes, ne l'oublie jamais, hein, étant les transformés des vecteurs de base, x, y et z. Voilà. On va un petit peu continuer cette analyse. Hein. Ce volume, à nouveau, comme la surface que représente le déterminant d'une matrice 2 x 2, ben, ce volume pourrait être positif ou négatif. Alors un volume négatif, ça paraît bizarre. On pourrait parler de volume orienté, mais c'est aussi bizarre. La surface, on pouvait facilement l'orienter avec la référence au produit vectoriel. Ici, c'est moins facile, mais néanmoins, on peut le comprendre. Effectivement, si je reprends cette perspective-ci, avec V qui apparaît avant W, là, quand je ferme les doigts de V vers W, j'obtiens mon pouce qui va dans ce sens-là. Je vois bien que j'ai un trièdre qui est dextrogire. V fois W, me donne U. On voit bien que U est dans le sens de mon pouce. Voilà, je pourrais... Hein, c'est pourquoi d'ailleurs le produit vectoriel ici me donnait quelque chose dans le sens de mon pouce. Et on voit que U et W ici forment un angle qui est petit, hein, qui est plus petit que pi demi. Et donc le produit scalaire, effectivement, le cosinus d'un angle plus petit que pi demi, c'est plus grand que 0. Et donc j'ai bien une valeur positive. Je suis dans le cas d'un volume positif. Par contre, si j'intervertis l'ordre de V et de W, comme je viens de le faire, quand je vais faire V fois W ici, ben, j'ai un vecteur, produit vectoriel, qui va vers le bas, et qui va donc dans le sens opposé de U. Cette fois-ci, phi est plus grand que pi demi, et le cosinus de phi qui est caché dans le produit scalaire qui est là, ben, il est plus grand. C'est un angle plus grand que pi demi, et donc c'est un cosinus négatif. Et donc j'ai bien un volume négatif. Et tu vois que dans ce cas-là, je n'ai plus un trièdre dextrogire. Quand je vais de V à W, je vois que mon pouce ne va pas dans le sens de U. Je ne forme plus un trièdre dextrogire ici. Le sens UVW ne correspond pas à un trièdre
d'extrogir. Hein, c'est bien ça qu'il faut voir. Il faut bien voir l'ordre des vecteurs qu'on a ici. Est-ce que cet ordre-là respecte la règle de la main droite? Si c'était le cas, quand je vais de V à W, je devrais obtenir U dans le sens du pouce. Ici, ce n'est pas le cas. V, W ne va pas dans le sens... Hein, on voit bien que mon pouce ne va pas dans le sens de U. Voilà, donc ça c'est le sens d'un volume négatif. Le volume négatif est le volume qui correspond à un trièdre qui est non d'extrogir. Hein, quand j'avais V ici devant, ce que je vais reprendre maintenant, VW, j'ai bien un trièdre qui est d'extrogir, exactement comme quand j'allais de Y à Z, mon pouce monte vers l'axe X, j'ai bien des axes X, Y et Z ici qui sont d'extrogir. Voilà, donc hein, on peut comprendre ce que veut dire un volume positif et un volume négatif. C'est dû à l'orientation, d'une certaine manière, du trièdre au regard de la règle de la main droite. Voilà, maintenant, voilà, je vais revenir aux surfaces ici, hein, puisque on parle de volume, on va un petit peu analyser ici comment ce volume apparaît dans l'expression qui apparaît ici. A priori, ce n'est pas évident qu'on ne voit un volume. On pourra analyser les dimensions. Hein, je suis dans le cadre des transformations dans l'espace à 3 dimensions. Les vecteurs représentent des vecteurs position, ça veut dire que leurs coordonnées sont données en unités de longueur. Je vois une unité de longueur, des mètres par exemple, des mètres, fois des mètres, fois des mètres. J'ai bien des mètres cubes. Donc ce n'est pas tellement une surprise d'obtenir un volume ici. J'ai bien des mètres cubes pour tous les termes qui apparaissent ici. Et là, j'ai bien des surfaces, bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, j'ai bien ici le petit chassé croisé ici, qui est un petit déterminant 2 x 2, qui représente bien une surface. C'est la surface projection hein, de la surface que j'ai ici construite sur les vecteurs V et W. C'est la surface S, Y, Z. Voilà. Donc, cette surface S, Y, Z, hein, je viens de le faire apparaître ici, est multipliée par UX, la composante en X du vecteur U. Et la composante en X du vecteur U, je l'obtiens par projection perpendiculaire ici. Et je vois que le produit de S, Y, Z par UX, eh bien, ça donne bien un volume. Hein, c'est le volume qui va apparaître ici. C'est le volume de surface de base S, Y, Z et de hauteur UX. Et je peux bien sûr faire ça pour les autres composantes. Hein, pour celui-ci dans lequel je suis dans le plan XZ, je peux faire apparaître les composantes, les projections pardon, dans le plan XZ. Je peux construire la surface SXZ et je multiplie cette surface SXZ par UY cette fois-ci. Voilà UY, je multiplie les deux et j'aurai donc bien un petit volume ici que je dois considérer avec un signe moins, fais attention de nouveau. Ok, et puis je peux faire la même chose avec la dernière, ça c'est la projection dans le plan XZ qui nous fait face ici. Je fais cette projection pour V, cette projection pour W, je construis le parallélogramme, je multiplie par la composante en Z, hein, qui apparaît ici, elle est proche de l'axe Z ici, mais bon voilà, tu la devines, et j'ai donc une certaine épaisseur qui va me donner un certain volume. J'ai ici une combinaison de volumes qui va me donner le volume ici du parallélépipède non rectangle, qui représente la valeur de ce produit mixte, c'est-à-dire du déterminant de la matrice colonne UV, hein, la matrice pardon, dont les colonnes représentent les vecteurs UV, W. Voilà, voilà, on a fini, hein, c'est le déterminant 3 x 3, on va maintenant conclure avec un petit calcul. Voilà, le déterminant, il faut le savoir, c'est pourquoi je termine avec ce petit calcul, hein, parce qu'il illustre bien mon propos, c'est l'interprétation géométrique du déterminant. J'ai une matrice ici, que je peux toujours interpréter comme étant composée de vecteurs colonnes, ces vecteurs colonnes étant la transformation des vecteurs de base par la matrice elle-même. Ok, le déterminant eh bien, représente tout simplement le volume construit sur ces 3 vecteurs. Ceci n'est pas la matrice, ça c'est bien le déterminant, j'ai bien les traits qui sont droits ici, ça représente ce volume construit sur les vecteurs U, V et W. Alors, puisque je suis bien avec un trièdre d'extrogir ici, je suis supposé trouver un volume positif. Hein, j'ai le vecteur U qui est 5, 1, 1, 5 de hauteur en X, et puis 1, 1, hein, ici dans le plan YZ. Et puis ici, je suis à 2, 4, 2, 4 pour la composante en Y, et puis 2 et 2 pour les composantes en X
et en Z. Et encore un 3, 6 ici pour le vecteur W. On ne va pas rentrer dans tous les détails. On va effectuer ce calcul pour faire quand même quelque chose de concret. Qu'est-ce que je fais? Je prends le premier élément, j'élimine tous les éléments de la même ligne, de la même colonne. Je vois ici un petit déterminant, 2 fois 2. 4 fois 6, 26. 24. Moins 6, ça fait 18. Je peux le noter. 5 fois 18, ça fait 90 ou 90, selon le pays où tu es né. Voilà, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 1 fois, ici, 2 fois 6, 12 moins 2, 12 moins 2, 12 moins 2, fois moins 1, rappelle-toi, le signe moins, ici, associé à la deuxième ligne. 12 moins 2, ça fait 10. Ok, ça va être facile à calculer. Ici, j'ai 1 fois 6 moins 4. 6 moins 4, ça fait 2. Et donc voilà, j'ai un calcul très simple ici. 2 moins 10 ici, 90. 90 moins 10 plus 2, ça fait tout simplement 82. Voilà, le calcul est fait. J'ai 82, c'est le volume qui est défini par ces 3 vecteurs. Alors, si c'était réellement des vecteurs position exprimés en mètres, eh bien, j'aurais 82 mètres cubes. Comme ça, c'est très concret. On est bien ici dans le cadre d'une interprétation géométrique du déterminant. Voilà, c'est ici que se termine cette séquence. J'espère que tu l'as bien suivie. Elle est importante parce que, voilà, elle permet de te forger une image de ce que c'est que le déterminant. Et tu verras que cette image est vraiment très précieuse pour la compréhension de nombreuses choses dans le domaine de l'algèbre linéaire. Voilà, je te donne rendez-vous pour la généralisation à 4 et n dimensions. Ce sera l'effort ultime à fournir pour comprendre à fond le déterminant. Donc je te dis à bientôt et merci pour ton attention.